Nous avions décidé, mon partenaire et moi, de louer un petit chalet dans les montagnes pour passer un week-end romantique. C'était une idée spontanée, presque un rêve éveillé, loin du tumulte de la ville, juste nous deux, la nature et le silence. L'annonce promettait une escapade parfaite, un endroit pittoresque avec une vue imprenable sur une forêt dense et un intérieur chaleureux, digne d'un conte de fées. Le trajet jusqu'au chalet était déjà une aventure en soi. La route sinueuse semblait s'étirer à l'infini, serpentant à travers des arbres gigantesques qui formaient un plafond naturel au-dessus de nous. Plus nous avancions, plus le réseau de nos téléphones faiblissait, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Mais cela ne nous inquiétait pas. Au contraire, c'était justement ce que nous cherchions, un isolement total, une parenthèse hors du monde. Lorsque nous sommes enfin arrivés, le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le chalet. De loin, il était charmant, presque parfait. Les murs en bois sombre, le toit incliné couvert de mousse et la petite cheminée d'où s'échappait une fine fumée semblaient tout droit sortis d'une carte postale. Pourtant, en m'approchant, j'ai ressenti un léger frisson, une impression fugace que quelque chose n'allait pas. Les fenêtres, grandes et légèrement poussiéreuses, reflétaient le ciel, mais donnaient aussi l'impression qu'on nous regardait de l'intérieur. En entrant, cette sensation s'est intensifiée. L'intérieur était rustique, comme promis, mais étrangement froid. Les meubles en bois massif semblaient lourds et anciens, et les rideaux, en tissu épais, laissaient passer juste assez de lumière pour créer des ombres dans chaque recoin. Une vieille horloge accrochée au mur battait lentement, chaque tic-tac résonnant dans le silence. « Tu trouves pas que c'est un peu trop calme ?» ai-je demandé à mon partenaire en déposant nos sacs près de l'entrée. Il a ri, me disant que j'étais juste paranoïaque. Peut-être avait-il raison. Après tout, nous étions seuls ici, et ce silence, bien que inhabituel, était supposé être relaxant. Nous avons décidé de préparer le dîner rapidement. La cuisine, bien que fonctionnelle, avait un air désuet, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Mais cela n'avait pas d'importance. À ce moment-là, je voulais juste me détendre, oublier mes petites inquiétudes et profiter de cette escapade. Pourtant, un malaise subtil continuait de rôder au fond de mon esprit, comme une ombre insaisissable que je ne pouvais pas nommer. Le dîner avançait tranquillement. Les bougies que nous avions allumées diffusaient une lumière chaude et vacillante, et pour la première fois depuis notre arrivée, je commençais à me sentir à l'aise. Nous parlions de tout et de rien, nos voix semblant étrangement amplifiées par le silence pesant du chalet. Le vent dehors s'était levé, sifflant doucement à travers les arbres, mais cela ajoutait une touche presque romantique à l'atmosphère. Puis, tout a changé. Cela a commencé par un bruit sourd, lointain, comme si quelque chose avait frappé contre un arbre ou une structure à l'extérieur. Nous nous sommes arrêtés de parler, tendant l'oreille. Rien. Quelques instants plus tard, le bruit est revenu, plus proche cette fois. Une série de craquements nets, comme si quelqu'un marchait sur des branches mortes. Probablement un animal, a dit mon partenaire en haussant les épaules, visiblement peu inquiet. J'ai essayé de me convaincre qu'il avait raison, mais quelque chose dans ces bruits me semblait différent. Les pas n'étaient pas aléatoires. Ils étaient réguliers, rythmés, comme si quelqu'un avançait délibérément dans notre direction. « Tu as entendu ça ?» ai-je chuchoté, une tension sourde dans ma voix. Il a hoché la tête, cette fois moins sûr de lui. Le bruit s'est arrêté brusquement, comme si la présence, quelle qu'elle soit, avait compris qu'elle était repérée. Nous nous sommes regardés en silence, et l'air autour de nous semblait devenir plus lourd, plus dense. Quelques minutes se sont écoulées sans un son, puis un nouveau bruit a retenti, cette fois près de la fenêtre derrière nous. Un froissement, léger mais distinct, suivi d'un léger grattement, comme si quelque chose ou quelqu'un effleurait la vitre. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis levé lentement, essayant de voir au dehors sans paraître trop évidente. Mais tout ce que je pouvais discerner, c'était l'obscurité oppressante de la forêt. Pourtant, j'avais la certitude absolue que quelque chose ou quelqu'un nous observait depuis les ombres. Je suis revenu à table, le souffle court. On devrait peut-être vérifier si tout est bien fermé, ai-je suggéré, ma voix tremblant légèrement. Il a acquiescé, mais nous savions tous les deux que nous n'étions plus seuls. La tension dans le chalet était palpable. Après avoir inspecté rapidement les portes et les fenêtres, nous avons constaté qu'elles étaient bien fermées à clé. Pourtant, une sensation oppressante persistait, comme si quelque chose nous encerclait, invisible mais présent. Alors que nous tentions de reprendre notre calme, mon partenaire a remarqué une trace étrange sur le sol, près de la porte d'entrée. « Regarde ça » murmura-t-il, en pointant du doigt une empreinte de pas, large et nette, laissée dans une fine couche de poussière. C'était une empreinte de boue, fraîche, mais aucune de nos chaussures n'en était à l'origine.
Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Nous avons suivi les empreintes, qui traçaient une ligne irrégulière, serpentant du hall jusqu'à la cuisine. Mon souffle s'accélérait à chaque pas, et l'air semblait se charger d'électricité. Arrivés dans la cuisine, nous avons remarqué qu'elle s'arrêtait brusquement, juste devant l'évier. Il n'y avait aucune trace de retour vers la porte. « Comment c'est possible ?» demandai-je, ma voix trahissant une panique naissante. Mon partenaire, habituellement si rationnel, semblait aussi perdu que moi. « Peut-être que quelqu'un est encore ici ?» murmura-t-il à contre-cœur, son regard scrutant les coins sombres de la pièce. Nous avons inspecté chaque recoin du chalet, chaque placard, chaque porte. Mais il n'y avait personne. Tout était en ordre, intact, comme si nous avions imaginé ces empreintes. Pourtant, elles étaient bien là, indéniables. Alors que nous retournions dans la pièce principale, un bruit sourd a résonné au-dessus de nous, venant du plafond. C'était un grincement, lent et prolongé, comme si des pas pesants parcouraient le grenier. Nos regards se sont croisés, et sans un mot, nous avons su que quelque chose nous échappait. « Tu crois qu'il y a quelqu'un là-haut » murmurai-je, terrifié à l'idée d'entendre sa réponse. Il ne répondit pas immédiatement, mais alla chercher une lampe torche, son expression grave. Nous savions qu'il fallait vérifier, mais chaque fibre de mon corps me criait de fuir. Le bruit s'est arrêté juste avant que nous atteignions l'escalier menant au grenier. L'atmosphère était suffocante, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Et puis, dans le silence total, une autre empreinte est apparue, cette fois au bas de l'escalier, imprimée sous nos yeux dans la poussière, sans que personne ne soit là pour l'avoir laissée. Paniqués, nous savions qu'il fallait fuir, mais chaque pas semblait alourdi par une force invisible. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mon partenaire attrapa les clés du chalet et se précipita vers la porte d'entrée, mais lorsqu'il tenta de l'ouvrir, elle resta immobile. « Elle est verrouillée de l'intérieur » murmura-t-il, les mains tremblantes, tandis qu'il tirait frénétiquement sur la poignée. « C'est impossible !» Je courus vers les fenêtres, espérant les ouvrir pour sortir, mais elles aussi refusaient de bouger, comme si elles avaient été scellées par une force inconnue. L'air semblait s'alourdir, et le froid envahissait la pièce malgré le feu de la cheminée qui brûlait encore. Alors que nous cherchions désespérément une issue, les bruits dans le chalet s'intensifièrent. Les pas lourds au plafond reprirent, cette fois accompagnés d'un grattement incessant, comme si quelque chose de massif se déplaçait au-dessus de nous. Puis, un rire. Faible, rauque, presque animal, il résonnait dans les murs, s'amplifiant à mesure qu'il semblait descendre du grenier. Mon partenaire, dans un élan de courage ou de désespoir, saisit une vieille chaise et la lança contre une fenêtre, espérant la briser. Le verre se fendit mais ne céda pas, comme s'il était renforcé par une matière surnaturelle. « On doit trouver autre chose, » dit-il, la voix presque inaudible à cause des bruits qui envahissaient désormais tout le chalet. C'est alors que nous remarquâmes une autre inscription, apparue sur le miroir de la pièce principale. Cette fois, elle était écrite en lettres dégoulinantes, comme si elles avaient été tracées avec du sang. « Vous ne pouvez pas fuir. » Ma vision commença à se brouiller sous l'effet de la terreur. Nous étions pris au piège, piégés dans ce chalet qui semblait vivant, décidés à jouer avec nous avant de nous détruire. Au moment où mon partenaire suggéra de chercher une arme, la lumière vacilla une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Dans l'obscurité totale, nous entendîmes une dernière phrase, chuchotée juste derrière nous, comme si quelqu'un était à quelques centimètres de notre nuque. Le dîner est servi. Dans le noir complet, le chaos s'intensifia. Des bruits de pas résonnaient tout autour de nous, comme si une multitude de personnes invisibles s'approchaient. Mon partenaire me serra la main, mais je pouvais sentir qu'il tremblait autant que moi. Chaque seconde qui passait semblait nous rapprocher de quelque chose d'inéluctable, de fatal. « On doit bouger » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Guidés par un mélange de panique et d'instinct, nous tâtonnions dans l'obscurité, cherchant à retrouver la porte d'entrée. Mais la configuration du chalet semblait avoir changé. Les meubles, autrefois familiers, semblaient déplacés, bloquant notre chemin. Une table, une chaise, même un tapis glissant sous nos pieds. Tout semblait conspirer contre nous. Puis, un éclat de lumière soudain illumina brièvement la pièce. Une seule bougie était allumée au centre de la table, mais ce n'était pas nous qui l'avions allumée. Autour d'elle, 3 assiettes étaient disposées, chacune contenant une serviette soigneusement pliée, et un couteau brillait sinistrement à côté. Une odeur âcre, métallique, emplit alors l'air, comme celle du sang. « Ce n'est pas réel » balbutiai-je, les larmes aux yeux. Mais tout semblait bien trop tangible pour n'être qu'un cauchemar. Et puis, la voix revint, grave et gutturale, émanant de toutes les directions à la fois. « Prenez place. » C'est alors que nous les avons vus. Dans les coins sombres de la pièce,
des silhouettes se dessinaient, floues mais indéniablement humaines, ou presque. Leurs visages étaient dissimulés par des capuches sombres, mais leurs yeux, brillants d'un éclat rougeâtre, nous fixaient avec une intensité qui me glaçait le sang. Mon partenaire cria quelque chose, un mélange de désespoir et de rage, et se jeta contre la porte. Cette fois, elle céda, s'ouvrant brusquement dans un fracas assourdissant. Une bourrasque glaciale s'engouffra dans le chalet, mais nous n'hésitâmes pas. Nous courûmes dans la nuit, sans nous retourner, nos jambes comme mues par un instinct de survie primaire. La forêt était terrifiante, chaque arbre semblant se refermer sur nous, chaque ombre menaçant de nous happer. Les rires rauques et les murmures continuaient derrière nous, comme si les silhouettes nous poursuivaient. Enfin, après ce qui sembla une éternité, nous atteignîmes notre voiture. Tremblant, mon partenaire parvint à démarrer le moteur, et nous nous éloignâmes à toute vitesse, laissant derrière nous le chalet maudit et ses habitants. Mais alors que nous roulions en silence, le souffle court, je baissai les yeux sur le tableau de bord. Dans la fine couche de poussière qui recouvrait l'écran, une nouvelle inscription était apparue, tracée par une main invisible. On se revoit bientôt. Après une soirée incroyable avec Lucas, je sentais encore l'euphorie de nos rires et des moments partagés alors que nous sortions du petit bar cosy où nous avions passé la soirée. L'air de la nuit était frais, et les rues silencieuses semblaient presque apaisantes. Nous étions tous les deux légèrement éméchés, rien d'exagéré, juste assez pour nous sentir légers et insouciants. Lucas attrapa son téléphone pour commander un VTC. Il sera là dans 5 minutes, m'a-t-il dit avec un sourire, glissant son bras autour de mes épaules pour me protéger du froid. Nous avons attendu en silence, regardant les rares voitures passer sous les lampadaires tremblotants. Puis, une voiture noire s'est arrêtée devant nous. Le conducteur baissa la vitre. Il avait un visage banal, ni trop souriant, ni trop froid. Ses yeux semblaient chercher à nous scanner rapidement avant qu'il ne murmure simplement. « Lucas !» Lucas confirma d'un hochement de tête et nous sommes montés à l'arrière. La voiture était propre, bien entretenue, mais une odeur légèrement métallique flottait dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier immédiatement. Je n'y ai pas prêté trop attention, me disant que c'était probablement une imagination passagère. Lucas, toujours détendu, me tenait la main tout en commentant des détails insignifiants de la soirée. Au début, le trajet semblait normal. Le GPS sur le tableau de bord affichait l'itinéraire attendu, et la musique douce jouée à faible volume semblait presque endormir mes inquiétudes naissantes. Mais quelque chose chez le conducteur me dérangeait. Il ne parlait pas, ne nous adressait aucun regard, et ses mains semblaient crispées sur le volant. Je ne savais pas encore que cette course allait devenir le plus grand cauchemar de ma vie. Au bout de quelques minutes, quelque chose a commencé à me paraître étrange. Le trajet, d'abord banal, déviait lentement de notre itinéraire habituel. La voiture s'engagea sur une rue sombre, que je ne reconnaissais pas du tout. Je jetai un coup d'œil au GPS. Il indiquait un itinéraire totalement différent de celui que j'avais vu précédemment. Nous n'étions plus en direction de chez nous. « Excusez-moi, pourquoi on prend ce chemin ?» demandai-je, ma voix hésitante. Le conducteur ne répondit pas immédiatement. Il continua à conduire, les phares de la voiture éclairant faiblement des ruelles désertes, des bâtiments abandonnés de part et d'autre. L'air dans la voiture devenait de plus en plus lourd, presque suffocant. « Il y a des embouteillages. Je fais un détour, répondit-il enfin d'une voix monotone, sans même un regard dans notre direction. Je me retournai vers Lucas, cherchant une explication dans ses yeux. Il haussait les épaules, visiblement aussi confus que moi. La voiture continuait d'avancer à une vitesse régulière, mais il me semblait que le conducteur nous éloignait de plus en plus de la ville. Soudain, un frisson me parcourut le dos. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Mon cœur s'emballa. « Lucas, regarde le GPS, ce n'est pas normal. » Lucas tenta d'ouvrir l'application sur son téléphone, mais il n'y avait aucun signal. La connexion avait disparu, tout comme la possibilité d'appeler un taxi ou même d'envoyer un message. Le stress montait, et mes mains devenaient moites. Je sentais le poids de la situation m'envahir. Pourquoi le conducteur ne nous disait-il rien de plus? Pourquoi ne prenait-il pas les routes habituelles? Je jetai un autre coup d'œil à l'avant, et je vis le conducteur sourire, un sourire froid et imperceptible, un sourire qui me glaça le sang. Il n'avait toujours pas prononcé un mot depuis sa réponse. Il avait cessé de nous regarder. Il était ailleurs. L'air dans la voiture était devenu encore plus oppressant. Je pouvais entendre le moteur ronronner, mais tout autour semblait suspendu dans un silence étrange, presque irréel. La route déserte défilait sous nos yeux, sans aucune autre lumière que celle des phares de la voiture, éclairant vaguement les champs et les bois qui semblaient se refermer autour de nous. Je m'accrochai à Lucas, mais il semblait aussi mal à l'aise que moi. Il essaya de détendre l'atmosphère en parlant,
mais sa voix trahissait sa nervosité. Peut-être qu'il fait juste un détour pour éviter une route fermée, tu sais. Mais je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. La voiture avait quitté la ville depuis bien longtemps, et plus nous avancions, plus les paysages devenaient désolés. Aucune lumière, aucun signe de vie. Une sorte de malaise grandissant me paralysait. Je me penchai en avant, hésitant à briser le silence tendu. « Monsieur, vous êtes sûr que c'est le bon chemin ?» Le conducteur ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de me jeter un regard furtif dans le rétroviseur, mais ses yeux étaient vides, sans émotion. Il appuya un peu plus sur l'accélérateur, et je pouvais sentir la voiture prendre de la vitesse, fonçant dans l'obscurité. Soudain, un bruit étrange se fit entendre, comme un grincement venant de l'intérieur de la voiture. Je sursautai et regardai autour de moi, cherchant d'où cela venait. Puis je réalisai avec horreur que c'était la porte, qui s'était verrouillée d'un coup. J'essayai de tirer la poignée, mais rien. La porte était solidement bloquée. « Lucas !» Je pris sa main, mon cœur battant la chamade. « Les portes sont verrouillées. » Lucas tenta de rester calme. « Il faut qu'on lui parle, qu'on lui demande d'arrêter. » Mais à peine eut-il terminé sa phrase que le conducteur, d'un geste furtif, appuya sur un autre bouton, et je vis toutes les fenêtres se fermer automatiquement. Nous étions pris au piège. Je me tournai vers Lucas, cherchant à lire son regard, mais son visage était déjà blême, et son expression trahissait une terreur que je n'avais jamais vue chez lui. Les yeux du conducteur se reflétaient maintenant dans le rétroviseur, mais ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient vides, sombres, comme ceux d'un homme qui avait perdu son âme. L'angoisse dans la voiture était maintenant palpable, presque suffocante. Le silence était lourd, seulement brisé par le bruit du moteur et les bruits réguliers des pneus sur l'asphalte. J'avais l'impression que le temps se ralentissait, que chaque seconde devenait une éternité. Je me sentais piégé, mais je ne savais pas encore jusqu'où cette situation pouvait aller. C'est alors que, dans un mouvement furtif, Lucas se pencha vers l'avant du siège passager et essaya de parler au conducteur, sa voix tremblante. « Écoutez, vous devez nous laisser sortir. Ce n'est pas drôle, d'accord? Nous allons appeler la police. » Mais le conducteur ne réagit pas. Il continua de fixer la route avec une intensité presque clinique, comme s'il n'avait même pas entendu. J'étais terrifié. Le GPS sur mon téléphone affichait toujours un itinéraire complètement incohérent, nous emmenant encore plus loin dans l'obscurité, mais je n'arrivais pas à obtenir une connexion stable. La panique commença à monter en moi, mes mains tremblaient. J'essayais de me calmer, mais tout mon corps me criait de fuir. J'avais l'impression que la voiture nous avalait peu à peu, nous engloutissant dans son abîme. Puis, un bruit, à peine audible, attira mon attention. C'était le bruit d'un radio, diffusant une émission. Le conducteur recherché pour des disparitions suspectes dans toute la région semble avoir agi sous une fausse identité. Il est lié à plusieurs cas de personnes disparues ces derniers mois. Si vous êtes dans un véhicule de transport en commun, assurez-vous. La voix du présentateur se fit soudainement couper, remplacée par des bruits parasites, des sifflements, avant que l'émission ne reprenne de manière plus calme, mais toujours angoissante. Je me figeai en entendant les mots de disparition, et un frisson glacial me parcourut le dos. Mes yeux se fixèrent sur le conducteur, mais cette fois, je vis quelque chose qui me fit vaciller. Son regard, d'une froideur déconcertante, se tourna brièvement vers nous, un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. « Vous savez, vous êtes les prochains, » murmura-t-il, d'une voix si calme que ça en devenait presque plus terrifiant. Le monde autour de moi sembla s'effondrer. La réalité se brouillait alors que je comprenais lentement l'horreur dans laquelle nous étions pris. Il savait qui nous étions. Il savait ce qui allait se passer. Dans un geste frénétique, je saisis la poignée de la porte, essayant de l'ouvrir, mais elle restait figée, comme si le métal refusait de céder. Lucas tenta également de l'ouvrir de son côté, mais rien ne fonctionnait. C'était comme si la voiture elle-même se rebellait, ne voulant pas nous laisser nous échapper. Le moteur rugit plus fort, et j'eus l'impression que la vitesse augmentait. Paniqué, je cherchais à sortir de cet endroit, mais je savais, au fond de moi, que chaque seconde qui passait nous éloignait de notre dernier espoir de nous échapper. Le silence dans la voiture était de plus en plus oppressant, comme si le temps s'était suspendu, figé dans une éternité sans fin. Nous étions à la merci de cet homme, de cette silhouette qui conduisait sans émotion, sans but visible. La route déserte s'étendait devant nous, infinie, dans un paysage sombre qui nous engloutissait peu à peu. Mes mains étaient moites, ma respiration sifflait dans l'air sec de l'habitacle. Puis, soudainement, le conducteur tourna brusquement, prenant un virage serré sur une route étroite et isolée, bordée d'arbres massifs. Je regardai par la fenêtre,
et tout ce que je vis était les ombres des arbres qui se balançaient dans le vent, comme des spectres observant notre passage. Une sensation de vertige m'envahit. Nous n'étions plus dans le monde réel. « Lucas, tu sais, je pense qu'on ne va pas sortir d'ici, » murmurai-je, presque pour moi-même. Je sentais la terreur me prendre à la gorge, mes pensées devenant floues. Ce n'était plus un simple trajet, c'était une descente aux enfers. Lucas, qui était aussi pétrifié que moi, attrapa mon bras, ses yeux implorants cherchant à capter mon regard. « Il faut faire quelque chose, maintenant. Il ne nous laissera pas partir. » Juste à ce moment-là, la voiture ralentit soudainement, s'arrêtant brusquement au milieu de la route. Nous étions complètement seuls, entourés par les ténèbres. Le moteur cessa de ronronner, et une profonde silence s'installa, seulement perturbé par les battements frénétiques de mon cœur. Je savais que quelque chose de terrible allait se passer. Le conducteur tourna lentement la tête vers nous, son regard vide de toute émotion. « Il est trop tard pour vous, » dit-il calmement, comme si tout cela faisait partie d'un plan depuis le début. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Une terreur paralysante m'envahit. Le conducteur sortit lentement de la voiture, sans se presser, et nous restâmes là, immobiles, piégés dans cette scène de cauchemar, comme si la réalité elle-même s'était déchirée. Je sentais mon esprit se fracturer sous le poids de la terreur pure. Tout ce que je pouvais faire était de regarder, d'attendre l'inévitable. Soudain, il ouvrit le coffre de la voiture. Je pouvais voir sa silhouette se déplacer, lentement, comme dans un rêve sombre. Puis, il se tourna vers nous avec un sourire cruel qui glaça le sang dans mes veines. « Vous allez bientôt comprendre ce que je fais ici, » murmura-t-il, refermant lentement le coffre. À ce moment-là, la réalité se brisa définitivement, et je savais que nous étions déjà trop loin pour échapper à notre destin. Nous avions décidé de faire une randonnée dans le parc local cet après-midi-là. C'était l'idée d'Élodie, ma compagne. Elle avait entendu parler d'un sentier qui menait à un point de vue incroyable, parfait pour admirer le coucher de soleil. Après une semaine de travail stressante, l'idée de nous éloigner de tout, ne serait-ce que pour quelques heures, semblait parfaite. Nous sommes arrivés au parc en fin d'après-midi, lorsque le soleil commençait à descendre lentement dans le ciel. Les arbres massifs projetaient de longues ombres sur le chemin, et l'air avait cette fraîcheur particulière des forêts à l'approche de la nuit. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'odeur de la terre humide et des feuilles, apaisé par la tranquillité de l'endroit. Élodie marchait devant moi, ses cheveux blonds reflétant les derniers rayons de lumière. Elle souriait, son enthousiasme était contagieux. Elle s'arrêtait de temps en temps pour prendre des photos ou s'émerveiller d'un détail de la nature. Le sentier serpentait à travers les arbres, et nous nous enfoncions de plus en plus dans le parc, loin du bruit de la ville, enveloppés par les murmures de la forêt. Nous avions prévu de nous arrêter à un belvédère que nous avions repéré sur la carte, un endroit isolé où nous pourrions nous asseoir et regarder le soleil disparaître à l'horizon. J'avais hâte de m'asseoir, de profiter de la vue et de savourer ce moment de calme avec elle. À ce moment-là, tout semblait parfait, loin de l'agitation du quotidien. Nous marchions tranquillement sur le sentier lorsque j'ai commencé à sentir une légère inquiétude. Il y avait quelque chose dans l'air, une sensation que je ne pouvais pas expliquer. Élodie continuait de marcher devant moi, insouciante, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs derrière nous. C'est à ce moment-là que je l'ai vue pour la première fois, une silhouette sombre entre les arbres, immobile. J'ai plissé les yeux, pensant que c'était peut-être un jeu de lumière ou une illusion créée par les branches, mais non, il y avait bien quelqu'un. Je me suis dit que ce devait être un autre randonneur. Rien d'anormal, n'est-ce pas? Je me suis forcé à détourner les yeux et à rattraper Élodie, essayant de chasser ce sentiment d'inquiétude. Mais quelques minutes plus tard, j'ai senti ce regard sur nous à nouveau. Cette fois, quand je me suis retourné, la silhouette n'était plus là. Mon cœur a fait un bond. Avais-je imaginé tout ça? Peut-être que c'était juste ma nervosité qui jouait des tours. Élodie a remarqué que je ralentissais et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai souri, tentant de cacher mon malaise. « Oui, tout va bien », ai-je répondu, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander qui était cette personne et pourquoi elle semblait nous suivre. Nous avons continué à marcher, mais l'atmosphère légère et insouciante du début avait disparu. À chaque pas, je sentais la tension s'accumuler dans mes épaules. Je n'avais rien dit à Élodie, ne voulant pas l'inquiéter inutilement, mais je savais que quelque chose clochait. La silhouette réapparut, plus proche cette fois, glissant entre les arbres à une distance inquiétante. Elle semblait se fondre dans l'ombre, apparaissant brièvement avant de disparaître à nouveau, comme si elle jouait à cache-cache avec nous. Chaque fois que je tournais la tête, elle n'était plus là, mais la sensation d'être observé devenait de plus en plus oppressante. « Tu as entendu ça »
demanda soudain Élodie, s'arrêtant net. Un craquement de branches résonna derrière nous, suivi d'un silence troublant. Je la regardai, essayant de rester calme. Probablement un animal, dis-je, même si je n'y croyais qu'à moitié. Mais Élodie n'était pas dupe. Elle serra ma main, et je sentis sa nervosité. Peut-être qu'on devrait rentrer, suggéra-t-elle, sa voix tremblante. J'acquiesçai rapidement, partageant son sentiment d'urgence. Nous avons accéléré le pas, presque à courir, espérant distancer cette présence inquiétante qui semblait jouer avec nous. Mais plus nous marchions, plus la forêt devenait hostile, les ombres s'étirant et nous enveloppant, comme si elles voulaient nous garder prisonniers. Nous étions presque arrivés à l'endroit où nous avions laissé nos affaires quand un frisson glacé parcourut mon dos. Une fois sur place, mon cœur se serra violemment. Nos sacs, que nous avions soigneusement posés sous un arbre, avaient été remués. Tout était éparpillé, comme si quelqu'un avait fouillé dans nos affaires. Élodie lâcha un petit cri de surprise, se précipitant vers son sac pour vérifier ce qui manquait. Mais ce n'était pas le pire. Juste à côté de nos affaires, gravée dans la terre avec une précision inquiétante, il y avait une phrase. « Vous ne devriez pas être ici. » Je restai figé, le souffle coupé. Élodie recula lentement, lisant les mots à voix basse, son visage pâlissant de terreur. « Qui aurait pu faire ça ?» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Je regardai autour de nous, mes yeux fouillant les arbres sombres, mais il n'y avait personne en vue. Le silence de la forêt était devenu oppressant, chaque bruit amplifié par notre peur croissante. Mon instinct me criait que nous devions partir, et vite. « On doit s'en aller tout de suite, » dis-je d'une voix ferme, prenant la main d'Élodie pour l'entraîner avec moi. Mais une question persistait dans mon esprit. Depuis combien de temps cette personne nous observait-elle? Nous avons couru sans nous retourner, nos pieds martelant le sol de la forêt alors que l'obscurité s'épaississait autour de nous. Chaque bruissement, chaque craquement de branches semblait amplifié, comme si la forêt elle-même conspirait pour nous retenir. Élodie haletait à mes côtés, sa main serrant la mienne si fort que j'en avais presque mal, mais je refusais de ralentir. Finalement, après ce qui nous parut une éternité, nous avons aperçu l'entrée du parc. La vue de l'ouverture dégagée dans les arbres nous donna un dernier élan, et nous nous précipitâmes hors de la forêt, tombant presque à genoux sur le sentier asphalté. Le parking était vide, et notre voiture était la seule à y rester. Sans perdre une seconde, nous nous engouffrâmes à l'intérieur, verrouillant les portes derrière nous. J'ai démarré le moteur d'une main tremblante, et nous avons quitté le parc, le silence pesant lourd entre nous. De retour chez nous, l'appartement familier n'apporta aucun réconfort. Chaque ombre semblait menaçante, chaque bruit de la rue nous faisait sursauter. Élodie ne cessait de jeter des coups d'œil par la fenêtre, comme si elle s'attendait à voir la silhouette sombre apparaître à tout moment. Nous avons passé la nuit éveillés, à écouter chaque grincement, chaque murmure du vent. Et même si nous étions chez nous, en sécurité, je savais que quelque chose s'était brisé en nous ce soir-là. Nous avions quitté la forêt, mais l'ombre qui nous avait suivis semblait s'être accrochée à nous, une menace silencieuse qui continuait à rôder, juste à la limite de notre conscience. Je m'appelle Lucas, et ma copine, Clara, est la personne la plus curieuse que je connaisse. Depuis que nous avons entendu parler de cette vieille maison abandonnée au bout de notre village, elle n'a cessé de me harceler pour qu'on y aille. Tout le monde dans le quartier disait que l'endroit était hanté. On racontait des histoires de rires fantomatiques, de lumières vacillantes et de choses qui bougeaient toutes seules. Certains prétendaient même avoir vu des ombres se déplacer derrière les fenêtres brisées. Je n'y croyais pas vraiment, mais Clara, elle, adorait ce genre de choses. Alors, quand nos amis nous ont mis au défi de passer une nuit là-bas, elle n'a pas hésité une seconde. Moi, j'étais un peu plus réticent. La maison avait été construite il y a plus d'un siècle et abandonnée après un incendie mystérieux qui avait tué toute une famille. Depuis, elle restait là, en ruine, ses murs noircis par les flammes, ses fenêtres béantes comme des orbites vides, et son toit à moitié effondré. Ce soir-là, après avoir rassemblé tout notre courage, nous avons pris des lampes torchées et une vieille carte que Clara avait trouvée en ligne, montrant l'intérieur de la maison. Nous avons marché dans l'obscurité, les lampadaires s'éteignant un à un derrière nous, comme pour nous prévenir de ne pas continuer. L'air était froid, et un léger brouillard s'était levé, rendant chaque pas encore plus oppressant. Quand nous sommes arrivés devant l'entrée, la maison se dressait là, silencieuse et imposante, comme si elle nous attendait. Clara a attrapé ma main, ses doigts tremblants d'excitation. Je pouvais sentir son pouls rapide, et malgré mon scepticisme, une part de moi ne pouvait ignorer l'aura étrange qui entourait cet endroit. Nous avons poussé la vieille porte en bois, qui s'est ouverte dans un grincement lugubre, révélant l'intérieur sombre de la maison.
Une odeur de poussière et de moisissure nous a immédiatement envahi les narines, nous obligeant à étouffer une toux. J'ai braqué ma lampe torche devant nous, éclairant un long couloir dont les murs étaient couverts de papier peint déchiré et de traces de suie. Chaque pas que nous faisions faisait craquer le plancher sous nos pieds, comme si la maison protestait contre notre présence. Les ombres dansaient sur les murs au rythme des faisceaux de nos lampes, créant l'illusion de silhouettes mouvantes. Clara, toujours aussi enthousiaste, a commencé à explorer les pièces adjacentes, jetant un coup d'œil dans ce qui devait être autrefois un salon. Les meubles étaient renversés, recouverts d'une épaisse couche de poussière. Des photos jaunies étaient accrochées de travers, leurs visages souriant à moitié effacés par le temps. Nous avancions lentement, l'atmosphère devenant de plus en plus oppressante. Chaque bruit, chaque craquement, semblait amplifié, résonnant dans le silence glacial de la maison. Un courant d'air glacial s'infiltrait par les fissures des fenêtres brisées, faisant bouger les rideaux déchirés comme s'ils étaient animés par une volonté propre. Plus nous avancions, plus je sentais une étrange pression sur ma poitrine, comme si la maison elle-même pesait sur moi, prête à nous engloutir à tout moment. Clara, cependant, semblait imperturbable, absorbée par chaque détail. « Regarde ça, Lucas » murmura-t-elle, pointant un vieux jouet en bois posé sur une étagère poussiéreuse. Je m'approchai, mais un frisson me parcourut l'échine. Ce jouet, une petite boîte à musique, avait une clé rouillée encore tournée à moitié, comme si quelqu'un l'avait utilisée récemment. Mais il n'y avait personne ici depuis des décennies, du moins, c'est ce que tout le monde disait. Nous continuions notre exploration, nos pas résonnant dans le silence pesant de la maison. Chaque pièce semblait plus sombre et plus oppressante que la précédente. Clara s'était aventurée un peu plus loin dans ce qui ressemblait à une ancienne chambre d'enfant, avec des murs décorés de motifs fanés et des jouets éparpillés sur le sol. Je l'ai suivie, mes sens en alerte, quand soudain, un son nous a figés sur place. Un rire, léger, aigu, enfantin. Il venait de quelque part dans la maison, résonnant comme un écho lointain. Mes yeux ont rencontré ceux de Clara, et pour la première fois, son expression trahissait une lueur d'inquiétude. « Tu as entendu ça » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. J'ai hoché la tête, mon cœur battant à tout rompre. Nous avons avancé prudemment, suivant le son des rires, qui semblaient maintenant se déplacer, venant tantôt de derrière nous, tantôt des pièces adjacentes. Chaque fois que nous approchions, le rire cessait, laissant place à un silence encore plus angoissant. Nous avons fouillé chaque recoin, chaque placard, chaque espace sombre, mais il n'y avait personne. Rien qu'une maison vide et délabrée. Mais le rire revenait, toujours aussi clair, toujours aussi troublant. Il était impossible de dire d'où il provenait exactement, comme s'il s'amusait à nous échapper. Clara serrait ma main de plus en plus fort, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Ce n'est pas possible, il n'y a personne ici », murmurai-je, plus pour me rassurer que pour elle. Pourtant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser que nous n'étions pas seuls. Que cette maison, avec ses murs usés et ses souvenirs effacés, abritait quelque chose, ou quelqu'un, qui jouait avec nous. Nous avons décidé de partir. L'angoisse croissante, ce rire étrange, et la sensation d'être observé étaient trop pour nous. Clara m'a tiré par le bras, et je l'ai suivi précipitamment à travers le couloir. Nous avons atteint la porte par laquelle nous étions entrés, mais à notre grande surprise, elle ne s'est pas ouverte. J'ai tiré sur la poignée, puis sur la barre, mais rien ne se passait. La porte était fermée à clé, et il n'y avait aucune clé en vue. Un frisson glacé m'a traversé l'échine. C'est impossible, on est sûr qu'on est entré par ici? Non. Clara m'a regardé, ses yeux remplis d'inquiétude. Elle a secoué la tête, incrédule. On ne rêvait pas, Lucas. Cette porte, elle était ouverte quand on est arrivé. Nous avons alors essayé de sortir par les fenêtres, mais elles étaient toutes scellées, comme si quelqu'un les avait barricadées de l'intérieur. La maison, silencieuse à un moment donné, semblait maintenant vibrer d'une énergie sinistre. Un bruit sourd, comme une respiration profonde, s'échappait des murs eux-mêmes. L'air était devenu lourd, presque oppressant, et la température semblait avoir chuté d'un coup. Les objets autour de nous ont commencé à bouger lentement, imperceptiblement d'abord, puis plus clairement. Un meuble qui tombait d'un coup, un cadre photo qui se déplaçait tout seul, un souffle glacial qui caressait ma nuque. C'était comme si la maison elle-même prenait vie, réagissant à notre présence. Et pourtant, aucune explication rationnelle ne venait. Chaque porte, chaque fenêtre semblait scellée, comme si la maison refusait de nous laisser partir. C'est alors que j'ai entendu quelque chose. Un bruit étrange, comme un tic-tac, un bourdonnement régulier. Clara m'a regardé, effrayée, et j'ai compris qu'elle aussi avait entendu. Un frisson me parcourut l'échine, et je compris alors que ce n'était pas une simple maison abandonnée.
Nous étions coincés dans un piège où le temps lui-même semblait se plier à la volonté de la maison. Et à chaque fois que nous tentions de fuir, les événements recommençaient, comme si le temps nous rejetait, nous forçant à revivre cette expérience encore et encore. Nous avons commencé à courir, désespérés, comme si nos jambes ne voulaient plus nous obéir. Chaque passage, chaque pied semblait identique, chaque porte semblait mener au même endroit, comme si nous étions pris dans un cercle sans fin. Le temps lui-même semblait se distordre autour de nous. Je ne pouvais plus distinguer si cela faisait quelques minutes ou des heures que nous tournions en rond dans ce cauchemar. Les bruits étranges, les rires lointains, les murmures dans les coins sombres, tout se répétait sans cesse, comme si nous étions enfermés dans une boucle, condamnés à revivre cette nuit encore et encore. Clara, au bord de l'épuisement, s'est écroulée contre un mur. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait de terreur. Elle était pâle, ses yeux écarquillés de peur, mais je ne pouvais pas lui répondre. J'étais moi-même en proie à une terreur qui m'envahissait de plus en plus. J'avais l'impression que la maison se nourrissait de notre peur, de notre confusion, et que plus nous résistions, plus elle devenait forte, plus elle nous emprisonnait. Nous avons alors vu quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Au bout du couloir, une silhouette, fine et floue, semblait se dessiner dans la brume. Un enfant, ou du moins, c'est ce que cela semblait être. Un petit garçon, vêtu de haillons, qui se tenait immobile dans l'obscurité, les yeux fixés sur nous. Un rire, doux et innocent, a résonné dans l'air, et à ce moment précis, le sol a tremblé sous nos pieds. Les murs ont semblé se rapprocher, nous écrasant lentement, comme si la maison elle-même voulait nous avaler. Dans un dernier acte de désespoir, j'ai attrapé la main de Clara et nous avons couru dans la direction opposée, frappant les portes, hurlant, priant pour sortir. Mais rien. Chaque pas nous ramenait au même endroit. La même pièce. Le même rire. Les mêmes murs qui nous enfermaient. Et puis, un éclair de lumière. Une brume blanche éclatante. Une porte qui s'ouvrait devant nous, comme par magie. Clara et moi nous sommes précipités vers elle, aveuglés par la lumière intense, mais à l'instant où nous l'avons franchie, tout a disparu. Le silence est retombé. Nous nous sommes retrouvés dehors, dans la nuit noire, au même endroit où nous avions commencé. La maison se dressait toujours devant nous, sombre et immobile. Mais quelque chose était différent. La porte était maintenant fermée. Aucun bruit ne s'échappait de l'intérieur. Et lorsque nous nous sommes retournés pour partir, j'ai juré avoir vu, à travers une fenêtre brisée, deux petites silhouettes qui nous observaient. Et derrière elles, une ombre plus grande, plus menaçante. Nous avons couru. Et cette fois, je ne me suis pas retourné. C'était censé être un rendez-vous parfait. Rien de trop extravagant, juste un film tardif dans un vieux cinéma de quartier. Je m'appelle Clara, et je l'ai rencontré en ligne, Lucas. Après des semaines de discussions interminables, on avait enfin décidé de se voir en personne. Le cinéma semblait une bonne idée. Calme, intime, sans trop de pression. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était presque désert. À cette heure, la rue devant le bâtiment était étrangement silencieuse, les réverbères vacillant comme dans un décor de vieux film noir. Lucas a plaisanté sur le fait que le lieu ressemblait à un endroit où se déroulerait un thriller, et j'ai ri pour cacher un frisson. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Le hall sentait légèrement le pop-corn rassis et la moquette usée, un mélange familier et étrangement réconfortant. La caissière, une femme âgée à l'air fatigué, nous a donné nos billets sans même lever les yeux. Pas de publicité, pas d'agitation. Juste nous, seuls, dans un lieu qui semblait avoir oublié le reste du monde. Quand nous sommes entrés dans la salle, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait personne d'autre. Lucas a souri en disant que nous avions privatisé la séance. J'ai ri, mais quelque chose me troublait. Le silence était oppressant. Même le bruit du film en arrière-plan semblait étouffé, comme si les murs absorbaient tout. On s'est installé au centre, à mi-hauteur, les sièges autour de nous vides à perte de vue. Le noir dans le fond de la salle paraissait plus dense qu'il ne devrait l'être, presque palpable. Pourtant, je me suis convaincu que c'était juste une impression. Après tout, ce n'était qu'un vieux cinéma. Au début, tout semblait normal. On chuchotait, on riait doucement des scènes maladroites du film. Mais alors que les minutes passaient, cette sensation de vide a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. Comme si nous n'étions pas aussi seuls que nous le pensions. Au bout d'une trentaine de minutes, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Ce n'était pas le film, ni Lucas, c'était autre chose, quelque chose d'invisible mais pesant. Je me suis retourné instinctivement pour jeter un coup d'œil derrière nous. Rien. Juste des rangées vides qui semblaient s'étendre à l'infini dans l'obscurité. Pourtant, j'aurais juré avoir entendu un bruissement, comme un vêtement qu'on froisse.
Lucas, assis à ma gauche, a senti mon agitation. « Tout va bien ?» a-t-il murmuré, le visage éclairé par la lueur vacillante de l'écran. J'ai hésité avant de répondre, ne voulant pas paraître paranoïaque dès notre premier rendez-vous. « Oui, ça va. » Mais mon ton ne semblait pas le convaincre. Quelques minutes plus tard, alors que je me concentrais à nouveau sur le film, Lucas a soudainement froncé les sourcils et s'est penché vers moi. « Tu as vu ça ?» J'ai secoué la tête, le cœur battant. « Vu quoi ?» Il a pointé discrètement vers le fond de la salle. Là-bas, quelque chose a bougé. Je me suis tourné dans la direction qu'il indiquait, scrutant l'obscurité. Au début, je n'ai rien vu. Puis, dans un coin de mon champ de vision, un mouvement. Léger, presque imperceptible, une ombre qui semblait glisser entre deux rangées. Je me suis figé, essayant de rationaliser. Peut-être une réflexion de lumière, peut-être un employé, mais il n'y avait aucun bruit de pas, aucun chuchotement, rien qui puisse expliquer cette silhouette furtive. Et pourtant, je savais que nous n'étions plus seuls. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, a murmuré Lucas, mais sa voix tremblait légèrement. Viens, on va vérifier. On s'est levé prudemment et avons descendu les quelques marches qui nous séparaient des rangées du fond. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant de la salle, comme si nous dérangions un endroit qui ne voulait pas être exploré. Quand nous sommes arrivés à l'arrière, il n'y avait rien. Juste des sièges poussiéreux, alignés comme des sentinelles silencieuses. Mais un détail m'a glacé le sang. Une des chaises était légèrement inclinée, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir, ou de se lever. Nous sommes restés figés devant ce siège incliné, le souffle court. Lucas a murmuré quelque chose, mais ses mots se sont perdus dans le vide de la salle. C'est alors que la lumière de l'écran a vacillé, projetant des ombres étranges sur les murs et les sièges vides. Un frisson glacial a parcouru ma nuque. On devrait partir, ai-je chuchoté, ma voix à peine audible. Lucas a hoché la tête, visiblement d'accord. Nous avons commencé à remonter les marches vers la sortie principale, mais à peine avions-nous atteint la porte qu'un détail m'a coupé le souffle. Elle était fermée. Pas juste fermée. Verrouillée. Lucas a tiré sur la poignée avec plus de force, mais rien ne bougeait. Ça ne peut pas être vrai, a-t-il murmuré en jetant un regard autour de lui. J'ai essayé de rester calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Peut-être qu'on peut sortir par l'entrée principale, a-t-il proposé, tentant de garder son sang-froid. Nous avons descendu les marches en courant, mais à chaque pas, une étrange sensation de malaise grandissait en moi. C'est à ce moment-là que les lumières de secours ont commencé à clignoter. Une lumière rougeâtre pulsait dans la salle, projetant des ombres qui semblaient se mouvoir indépendamment de nous. La panique montait en moi, et je voyais que Lucas n'était pas plus rassuré. Nous avons atteint une autre sortie, mais là encore, la porte était verrouillée. C'est alors qu'un grésillement résonna dans la salle, suivi d'un bruit aigu, comme un microphone conteste. La salle entière fut plongée dans un silence écrasant, jusqu'à ce qu'une voix résonne, grave et sourde, dans les haut-parleurs. Maintenant, le spectacle peut commencer. Le son de cette voix était glacial, inhumain. Chaque mot semblait porter un poids terrifiant, comme s'il s'adressait directement à notre âme. Lucas et moi nous sommes regardés, terrifiés. Les ombres au fond de la salle semblaient soudain bouger, se regroupant, se rapprochant. J'ai agrippé le bras de Lucas. Il faut trouver une sortie. Maintenant. Mais une chose était claire, où que nous regardions, il n'y avait plus de chemin pour fuir. Nous étions pris au piège, dans un jeu dont nous ne comprenions pas encore les règles. Le grésillement dans les haut-parleurs s'intensifia, suivi d'un silence pesant. Puis, la voix résonna à nouveau, plus claire cette fois, presque moqueuse. Bienvenue au véritable spectacle. Ici, ce sont vos peurs qui seront projetées. Prenez place. Vous n'aurez besoin de rien d'autre que de votre courage. À cet instant, l'écran devant nous changea. Le film initial disparut, remplacé par des images d'un autre genre. Une caméra semblait nous filmer en direct, capturant notre visage déformé par la peur. La salle entière était visible à l'écran, mais ce n'était pas tout. Dans les coins sombres, là où nous avions vu des silhouettes, des figures commençaient à apparaître. Elles portaient des masques grotesques, faits de chair et de métal, et avançaient lentement entre les rangées. Leurs mouvements étaient saccadés, presque mécaniques, mais ce qui me terrifiait le plus était leur silence absolu. Pas un bruit de pas, pas un souffle. Juste leur présence oppressante. Lucas saisit ma main et m'entraîna vers une autre sortie, mais elle aussi était fermée. « On ne peut pas rester ici » murmura-t-il, sa voix brisée par la panique. J'essayais de réfléchir, mais tout mon corps tremblait. La voix reprit, comme si elle se délectait de notre désespoir. « Le jeu est simple. Vous voulez sortir? Montrez que vous en êtes digne. Faites face à vos plus grandes peurs. Sinon,
rester pour toujours parmi nous. Avant que nous puissions réagir, les lumières s'éteignirent complètement, plongeant la salle dans une obscurité totale. Je sentis la main de Lucas se resserrer sur la mienne. Nous étions entourés de ténèbres, mais ce n'était pas tout. Des bruits se mirent à résonner dans la salle, des pas, des chuchotements indistincts, comme des dizaines de voix superposées. Une lumière soudaine jaillit, illuminant l'écran. Il montrait à présent des images dérangeantes, des visages tordus par la douleur, des silhouettes prisonnières dans des sièges de cinéma, criant en silence. Je me tournai vers Lucas, les larmes aux yeux. « C'est quoi, ce truc ? » ?»« Je ne sais pas, mais on doit se battre, » répondit-il, son ton mêlé de peur et de détermination. C'est alors que les figures masquées commencèrent à avancer, lentement mais inexorablement. Chacune semblait nous fixer, malgré l'absence de véritables yeux. Leur simple présence nous paralysait, mais il était clair qu'elles ne resteraient pas immobiles très longtemps. « Cours !» cria Lucas, brisant le silence. Nous nous précipitâmes entre les rangées, cherchant désespérément une cachette ou une issue. Mais chaque mouvement semblait nous rapprocher de quelque chose de pire, comme si la salle entière se jouait de nous. Et la voix, toujours la voix, résonnait au-dessus de nous, implacable. Le spectacle ne fait que commencer. Nous avons couru jusqu'à l'avant de la salle, là où se trouvait la petite porte menant à la salle de projection. Lucas l'a poussée de toutes ses forces, et contre toute attente, elle s'est ouverte. Nous nous sommes précipités à l'intérieur et avons fermé la porte derrière nous, essoufflés, le cœur battant à tout rompre. La pièce était minuscule, éclairée par une seule ampoule vacillante suspendue au plafond. Des bobines de film poussiéreuses traînaient sur le sol, et une odeur rance de moisissure et de métal envahissait l'air. Au centre, le projecteur continuait de tourner, mais ce qu'il diffusait était loin d'être un film ordinaire. L'écran devant nous montrait des scènes de la salle de cinéma, mais elles n'étaient pas en temps réel. Nous avons vu des gens, comme nous, assis dans les fauteuils. Ils semblaient terrifiés, jetant des regards autour d'eux. Puis, les figures masquées apparaissaient. Une à une, elles s'approchaient des victimes. Les lumières clignotaient, et à chaque flash, une personne disparaissait. À la fin, il ne restait que des sièges vides, tachés de ce qui ressemblait à du sang. Après des heures à conduire sur cette route interminable, mes paupières commençaient à s'alourdir. Le silence dans la voiture n'était rompu que par le bruit monotone des pneus sur l'asphalte. À côté de moi, Élodie somnolait, sa tête appuyée contre la vitre, bercée par le mouvement du véhicule. Nous avions prévu de nous arrêter plus tôt, mais aucune station ou restaurant ne semblait apparaître sur ce tronçon isolé de la route. La fatigue et la faim commençaient à me ronger. C'est alors que je l'ai vu. Un petit restaurant en bordure de route, sa façade éclairée par un néon vacillant où l'on pouvait lire « Chez Marcel, cuisine maison ». L'endroit semblait sortir de nulle part, entouré par des champs plongés dans l'obscurité. Je me suis arrêté sur le gravier du parking, éteignant le moteur. Élodie ouvrit lentement les yeux, confuse. « Où est-ce qu'on est ?» demanda-t-elle, sa voix encore empreinte de sommeil. « Un restaurant ?» répondis-je. « On a besoin de manger quelque chose. » En descendant de la voiture, l'air glacial de la nuit me saisit. Une légère brume s'élevait des champs alentours, ajoutant une touche presque irréelle à l'atmosphère. Le silence était oppressant, comme si le monde s'était arrêté ici. La porte du restaurant s'ouvrit avec un grincement lorsque nous entrâmes. L'intérieur était étonnamment propre, mais vide. Pas un seul client. Juste une lumière jaune tamisée qui donnait à la pièce une ambiance décalée, presque nostalgique. Des tables en bois, un comptoir usé, et une vieille radio diffusant un murmure de musique classique. Un homme s'avança de derrière le comptoir. Grand, mince, vêtu d'un tablier immaculé. Son sourire était large, trop large. « Bonsoir, et bienvenue », dit-il avec une voix douce, presque mielleuse. « Vous arrivez juste à temps pour goûter notre spécialité. » Je lançai un regard à Élodie. Elle fronçait légèrement les sourcils, visiblement aussi mal à l'aise que moi. Pourtant, l'odeur de quelque chose de cuisiné flottait dans l'air, et nos ventres vides dictaient leur propre loi. « C'est une chance que vous soyez ouvert à cette heure, » dis-je avec un sourire hésitant. L'homme s'inclina légèrement. « Ici, nous sommes toujours prêts à accueillir les voyageurs fatigués. Asseyez-vous, je vais vous apporter le menu. Mais je vous recommande vivement notre plat spécial, c'est une recette unique, vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. » Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre. Dehors, tout était noir. Aucune lumière, aucun bruit, à part le faible ronronnement de notre voiture garée. Je ne sais pas pourquoi, mais un frisson me parcourut le dos, comme si nous étions observés. Le serveur revint rapidement avec 2 verres d'eau et un sourire toujours aussi figé. Il posa devant nous un menu jauni par le temps, mais avant que nous ayons pu l'ouvrir,
Il déclara d'une voix enjouée. Oh, je vois que vous hésitez. Permettez-moi de vous simplifier la tâche. Le plat spécial de la maison est une expérience que vous ne pouvez pas manquer. Je regardai Élodie, qui semblait aussi perplexe que moi. Elle haussa les épaules, un léger sourire nerveux sur les lèvres. Qu'est-ce que c'est, exactement? Demandai-je, essayant de masquer ma méfiance. Le serveur croisa ses mains devant lui, comme s'il se préparait à révéler un secret bien gardé. Une recette familiale, un mélange de saveurs uniques, préparé avec amour et des ingrédients locaux. Je vous garantis que vous en redemanderez. Sa voix était douce, mais quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise. Je jetai un coup d'œil autour de la salle. Toujours aucune trace d'autres clients. Aucune voiture dans le parking en dehors de la nôtre. L'endroit était d'un calme oppressant, comme si le monde extérieur n'existait plus. On va y réfléchir, répondit Élodie avec un sourire forcé. Le serveur s'inclina légèrement, puis disparut derrière une porte battante qui menait à la cuisine. Dès qu'il fut hors de vue, Élodie se pencha vers moi. « Tu trouves pas ça bizarre » chuchota-t-elle. « Tout est bizarre ici, murmurai-je en retour. Mais on est crevé et il n'y a rien d'autre dans les environs. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle était tendue. Son regard scrutait la salle, s'arrêtant sur les détails que nous avions négligés en entrant. Un tableau accroché de travers. Une horloge murale qui semblait arrêtée depuis longtemps. Un silence étrange, troublé seulement par le bruit étouffé des casseroles dans la cuisine. Puis il y eut cette odeur. Au début, elle était subtile, presque imperceptible, mais elle devenait de plus en plus forte. Une odeur de viande, mais pas tout à fait. Quelque chose d'acide, de rance, mélangé à des épices qui n'arrivaient pas à dissimuler le malaise qu'elle provoquait. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur » murmura Élodie en pinçant le nez. Je n'eus pas le temps de répondre. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, et le serveur réapparut, portant un plateau recouvert d'un large couvercle argenté. « Voici un avant-goût, pour vous mettre en appétit, » dit-il, posant le plateau sur notre table. Il retira le couvercle avec un geste théâtral. La vapeur s'échappa, révélant un ragoût épais et sombre, dont les morceaux nageaient dans une sauce huileuse. « Alors, qu'en dites-vous » demanda-t-il avec un sourire qui me fit frissonner. Je n'osais pas répondre. Mon regard se posa sur la porte battante de la cuisine, qui oscillait encore légèrement. Derrière, j'aperçus un bref éclat métallique. Peut-être un couteau, peut-être autre chose. Alors que le serveur retournait en cuisine, Élodie et moi restâmes silencieux, fixant le ragoût posé devant nous. L'odeur était esséurante, bien plus forte maintenant qu'il était là, et quelque chose dans l'aspect de la viande me donnait la nausée. « On ne peut pas manger ça » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je hochai la tête, partageant son sentiment. Mais avant que je ne puisse proposer quoi que ce soit, un bruit sourd retentit derrière la porte de la cuisine. Comme si quelque chose de lourd venait de tomber. Élodie me lança un regard inquiet. « Tu entends ça » Je me levai lentement, jetant un coup d'œil autour de la salle. Toujours personne. Le serveur semblait être la seule âme vivante ici. Pourtant, ce bruit, il était trop étrange pour être ignoré. « Attends-moi ici » lui dis-je à voix basse, même si je n'étais pas sûr de ce que je comptais faire. « Tu plaisantes » s'exclama-t-elle, mais je lui fis signe de se calmer. Je me dirigeai vers la porte battante de la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Lorsque je poussai doucement la porte, une bouffée d'air chaud et vicié m'enveloppa. L'intérieur de la cuisine était un chaos organisé. Des casseroles sur le feu, des couteaux alignés parfaitement, et un grand plan de travail couvert de taches indéfinissables. Au fond, un grand congélateur industriel attirait immédiatement mon attention. Sa surface métallique était couverte de rayures profondes, comme si quelqu'un avait tenté de l'ouvrir avec force. Un cadenas rouillé pendait à la poignée, mais il était mal fermé. Je me retournai pour m'assurer que le serveur n'était pas là, puis m'approchai lentement du congélateur. Mon esprit me hurlait de faire demi-tour, mais ma curiosité l'emporta. Je pris une profonde inspiration et ouvris le couvercle. Ce que je vis à l'intérieur me glaça le sang. Des dizaines de portefeuilles et de documents d'identité empilés pêle-mêle. Des photos de famille, des cartes de crédit, des clés. Et au fond, quelque chose qui brillait sous la lumière fluorescente, une montre en or maculée d'une substance sombre. Je reculai d'un pas, mon souffle s'accélérant. Je comprenais maintenant pourquoi cet endroit était si isolé, pourquoi aucun client n'était là. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Élodie derrière moi, m'arrachant un sursaut. Elle s'était faufilée dans la cuisine sans que je la voie. Avant que je puisse répondre, une ombre se dessina derrière nous. « Vous ne devriez pas être ici » dit une voix glaciale. Nous nous retournâmes d'un seul coup. Le serveur se tenait là, une grande machette dans la main, son sourire plus large que jamais. Le serveur s'avança lentement, sa machette scintillant dans la lumière blafarde de la cuisine.
Le sourire sur son visage ne s'était pas estompé, mais il était devenu menaçant. « Vous auriez dû goûter le plat spécial, » dit-il d'une voix presque chantante, mais avec une froideur qui me fit frissonner. Élodie me saisit le bras, ses doigts tremblants. « On doit partir, maintenant, » chuchota-t-elle, mais je savais qu'il était trop tard. Le congélateur, les documents, tout cela n'était qu'une partie du piège, et maintenant, nous étions au cœur de celui-ci. Sans prévenir, le serveur fit un signe de la main et une autre silhouette émergea de l'ombre de la cuisine. Un homme grand et massif, avec un tablier ensanglanté, portant un couteau de boucher dans une main, son regard fixe et sans émotion. Je paniquai. Nous devions fuir. Mais la porte battante de la cuisine était fermée à clé de l'autre côté, et l'un des hommes se tenait déjà devant, coupant toute possibilité de sortie. « Vous pensiez pouvoir partir si facilement » dit l'homme au couteau, sa voix rauque et grave. Le serveur, toujours souriant, s'avança encore. « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ici. » Je sentis une montée d'adrénaline. En un éclair, j'attrapai une bouteille en verre sur le comptoir derrière moi. D'un mouvement précipité, je la lançai en direction du serveur, frappant la bouteille contre le mur. Le bruit du verre brisé éclata dans la pièce, mais il sembla à peine perturber l'homme devant nous. Élodie, plus rapide que moi, se précipita vers l'ombre qui bloquait la porte de la cuisine, essayant de la pousser pour créer une ouverture. Mais l'homme massif attrapa son bras d'une poigne de fer et la repoussa violemment contre le sol. Elle cria, mais sa voix fut étouffée par la douleur. Je me précipitai pour l'aider, mais c'était comme si le temps se dilatait. L'homme au couteau s'approcha de moi, ses pas lourds résonnant dans la cuisine, tandis que le serveur continuait de sourire, toujours aussi calme, presque satisfait. « Vous êtes bien trop curieux, » dit-il, avant de faire un signe à l'homme massif. D'un coup sec, l'autre homme saisit Élodie, la relevant brutalement par les bras, ses yeux éteints de toute compassion. La machette du serveur glissa doucement sur la table, comme une promesse de ce qui allait suivre. Je savais que nous étions piégés. Pas de fenêtre, pas de sortie. Et pire encore, ils n'avaient pas l'air de vouloir nous tuer tout de suite. Non, nous n'étions que des morceaux dans leur jeu macabre. « Qu'est-ce que vous voulez de nous » parvins-je à articuler, ma voix étranglée par la panique. Le sourire du serveur s'élargit encore, et d'un geste, il invita l'homme au couteau à s'approcher. « Vous allez découvrir le vrai goût de la spécialité, » dit-il, d'un ton chantant, comme s'il parlait d'un simple repas. Je n'avais plus de doute. Nous étions déjà dans leur piège, et la partie la plus sombre de l'histoire était sur le point de commencer. Le silence qui suivit ces mots fut presque plus terrifiant que tout ce qui venait de se passer. La tension était palpable, lourde, comme une présence invisible qui nous écrasait. Je pouvais sentir le regard du serveur, froid et implacable, fixé sur moi, et l'homme au couteau s'approchait lentement d'Élodie, la tenant fermement par les bras. J'avais une idée, mais elle était risquée. Un plan désespéré. Mais au fond de moi, je savais que si nous ne faisions rien, tout serait terminé. D'un coup, je pris une profonde inspiration, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour agir. Mon regard se posa sur la grande fenêtre derrière la cuisine. Elle était à moitié recouverte par des rideaux, mais j'avais vu une légère brèche, suffisamment large pour qu'un corps puisse passer. C'était notre seule chance. Je m'élançai soudainement vers l'un des couteaux posés sur le plan de travail, tout en criant à Élodie de courir. L'homme au couteau se tourna, et c'est là que je fis ce que je n'aurais jamais cru faire. Je lançai le couteau en direction du serveur. Ce n'était pas une manœuvre précise, mais ça suffisait à distraire l'un d'eux, même pour une seconde. Le couteau se ficha dans le mur à côté du serveur, le faisant sursauter. C'était suffisant. Élodie, maintenant, hurlai-je. Sans attendre, elle se libéra de la prise de l'homme massif, profitant de l'instant de confusion pour le repousser de toutes ses forces. Elle se précipita vers la fenêtre, et je la suivis en courant, mon cœur battant dans ma poitrine. Les bruits derrière nous se faisaient de plus en plus proches. Le serveur se remit rapidement de la surprise, mais nous n'avions plus le temps. Élodie sauta d'abord à travers la brèche de la fenêtre, son corps passant juste à travers le rideau, me laissant une seule chance de m'échapper. Je me faufilai juste après elle, mais au moment où je touchais le sol, un cri perça la nuit. Je ne me retournai pas. Nous courions à perdre haleine, dans la direction opposée à celle du restaurant, aussi vite que nos jambes nous permettaient. Mais quelque chose me disait qu'il nous suivait déjà. Nous n'étions pas encore hors de danger. Le piège se refermait, et cette fois, il n'y avait plus de retour. Nous nous enfonçâmes dans les champs, sans savoir où nous allions, mais poussés par une peur primale qui nous faisait avancer, nous poussait à nous éloigner de cet endroit. À cet instant, je savais que peu importe où nous irions, cette nuit resterait gravée dans nos mémoires. Et au fond de moi, une pensée obsédante m'effleurait l'esprit.
Peut-être qu'il n'était pas seul. Peut-être que ce restaurant n'était qu'un maillon d'une chaîne bien plus vaste, bien plus noire.